Guy Debord qu'on va retrouver tout de suite avec vous, Lynn Lévy, puisque c'est de situationnisme dont on va parler aujourd'hui, un mouvement d'avant-garde porté par cette figure de Guy Debord et qui retrouve un nouveau souffle aujourd'hui dans une exposition au Musée d'Art moderne et contemporain de Genève, le MAMCO. Absolument Isabelle, l'exposition s'intitule Le monde comme labyrinthe et c'est précisément du mouvement situationniste, de son esthétique et de son héritage dont il est question sur les 3e et 4e étages du MAMCO. Le visiteur peut commencer par se plonger dans l'ambiance des années 50 et 60 au travers de productions artistiques de l'époque, de ce mouvement d'avant-garde qui était à la fois intellectuel, artistique et politique, qui est né en France mais qui a très vite essaimé dans plusieurs pays d'Europe. Et puis dans une deuxième partie intitulée Art and Entertainment, art et divertissement, une deuxième partie de cette exposition qui dévoile des œuvres plus pop art, des œuvres aussi plus contemporaines. Alors on l'a dit, la figure de proue de ce mouvement, c'est Guy Debord. Ouais, ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la fin des années 50, c'est un très jeune homme. Il est accompagné d'un groupe disparate de jeunes gens, surtout des artistes. Tous sont de fervents amateurs d'alcool et ils refont le monde à la terrasse des cafés parisiens. Lui publie des livres, des journaux, produit des films, tandis que d'autres produisent un travail artistique et plastique et tous refusent la norme sociale, la norme esthétique, jusqu'à la façon de vivre qui leur est imposée. Tout est donc remis en question et ils s'élèveront à la fin des années 60 contre la notion de spectacle, la notion de société du spectacle conceptualisée par Guy Debord, vous l'avez dit, un terme devenu si réel aujourd'hui au XXIe siècle qu'il imprègne tous les recoins de nos cerveaux occidentaux. Et alors d'abord, pourquoi ce groupe d'avant-garde s'appelait les situationnistes? Mais parce que ce mouvement avait pour but non seulement de critiquer théoriquement l'ordre social, mais aussi il voulait agir de façon pratique, de façon concrète pour troubler la réalité. Alors rien de mieux que de créer des situations pour sortir les gens, le public de leur apathie, pour les réveiller. Alors on pouvait boire à la terrasse des cafés, ça pouvait être une situation, mais aussi fabriquer des œuvres d'art, détourner des phrases poétiques, même manifester dans la rue. Et aussi, en fait, en gros, il s'agissait d'abolir la frontière entre la vie et l'art. Il s'agissait de changer le monde, de secouer les consciences. Et on peut même remarquer qu'il y avait quelque chose de profondément marxiste dans ce mouvement-là. C'est en ça que finalement c'était des performances, mais pas seulement. Ça allait au-delà de l'art. Exactement. Pour aller plus loin, vous avez interrogé l'éditeur parisien Gérard Bérébi, fondateur de la maison d'édition Alia, grand spécialiste des situationnistes. Oui, je l'ai interviewé parce qu'il a accepté pour la première fois de participer à l'élaboration d'une exposition sur cet international situationniste. C'est donc cette exposition du MAMCO qu'on peut voir à Genève jusqu'au 6 mai. Et Gérard Bérébi nous explique les origines du mouvement situationniste, héritier du lettrisme et qui préfigure les révoltes de mai 68 et même le punk. Et j'ai commencé par lui demander à Gérard Bérébi s'il n'y avait pas quelque chose finalement de paradoxal d'exposer dans un grand musée les œuvres d'un mouvement qui voulait précisément détruire les institutions et même la culture tout entière. Tout est paradoxal à partir du moment où on traite un matériau qui s'est déroulé il y a une 50aine d'années et que cela passe sous l'emprise de la commémoration. Le mouvement situationniste a rencontré une certaine reconnaissance à travers sa critique du spectacle et le scandale de Strasbourg qui a mis le feu aux poudres en France et qui a préfiguré mai 68. Mais quand on étudie le mouvement, on se rend compte que ses origines sont profondément artistiques dans les divers mouvements qui se sont regroupés. Quand les lettristes critiquaient et par la suite les situationnistes le monde de l'art, son institution, et qu'ils parlaient du dépassement de l'art, la confusion c'est que l'on prend ce slogan, ce mot d'ordre au pied de la lettre. Quand on parle de dépassement de l'art, c'est dans le sens où Hegel parle de dépassement, c'est-à-dire le dépassement de l'art qui est sa réalisation dans la philosophie. Et à partir du moment où on adopte ce raisonnement, on a une toute autre perspective selon moi. Et un mot m'a frappé dans cette exposition du MAMCO. Les situationnistes caractérisent la société autour de 3 aspects: la passivité des spectateurs, l'isolement, le renoncement au moi. Et vraiment, c'est 3 caractéristiques qui peuvent être totalement contemporaines. Qui sont totalement contemporaines. Et en ce sens, toute la critique situationniste préfigure notre monde contemporain et posait déjà des questions auxquelles nous sommes confrontés.
le renoncement du moi, on le voit tous les jours, il n'y a pas besoin de faire un dessin. Il y avait un côté iconoclaste qui s'est un petit peu perdu avec le développement d'une société extrêmement consensuelle, parce que c'était une époque où on critiquait tout, que rien ne trouvait grâce à leurs yeux, que ce soit l'institution culturelle qui pouvait leur offrir une promotion dont ils ne voulaient pas, et ils faisaient feu de tout bois. Surtout, ça prend la forme d'une sorte de labyrinthe entre des ambiances, entre des zones géographiques. Vous avez parlé de la caverne de l'antimatière de l'italien Giuseppe Pino Galizio. Il y a aussi les œuvres d'Espure, les situationnistes allemands, les toiles de la hollandaise Jacqueline de Jong, les magnifiques œuvres de Ralph Romney. Et on en reparlera parce que vous lui avez consacré un livre qui vient d'être réédité. Mais finalement, cette promenade, ce visiteur qui peut se promener à loisir au gré de ses expositions ou de ses amorces d'expositions passées, est-ce que vous pensez qu'il y a eu une volonté de le plonger dans une forme de, je sais pas, de dérive qui pourrait être... De dérive, de labyrinthe, parce que c'est le thème même de cette exposition et c'est le titre que j'ai proposé à l'ensemble de l'exposition, à savoir le monde comme labyrinthe. Et on ne peut que se réjouir en imaginant que les gens qui vont visiter cette exposition ne suivent pas un parcours méthodologique tracé et fléché, mais suivent leur inspiration et dérivent à la manière dont on peut dériver dans un labyrinthe par rapport à ce qui les attire, ce qui les frappe et délaisse ce qui ne leur parle pas. Je pense que c'est la meilleure façon d'avancer dans une exposition sans parcours balisé, mais au contraire, au petit bonheur la chance que selon son inspiration et selon les objets, les peintures, les sculptures qui nous interpellent ou qui nous frappent. La dérive, c'était vraiment un mot qui était cher aux situationnistes et qui était éminemment subversif. Expliquez-nous pourquoi ce mot-là, cette façon, cette présence au monde-là était si importante. La dérive était une volonté de se perdre dans la ville, dans la cité urbaine, et d'essayer de subvertir la cité urbaine des codes qui la régissaient. Un jour, Ralph Romney m'a dit une phrase qui m'a beaucoup frappé et que j'aime beaucoup. Il m'a dit « c'est comme visiter Londres avec un plan de Berlin ». Et à travers cet exemple métaphorique, tout est dit. C'est-à-dire abandonnez votre plan, abandonnez vos guides et laissez-vous gagner par ce qui vous inspire et ce qui vous aspire. Et à ce moment-là, vous entrez dans des états d'esprit, des états d'âme, des humeurs qui influent sur l'environnement urbain au même moment où l'environnement urbain influe sur vous et tentez de dégager une route qui n'est pas tracée d'avance. Et c'est pour ça que ça leur était cher, c'est-à-dire c'était en regardant la ville pouvoir l'inventer. C'était quelque chose qui est utopique mais qui est praticable par tout un chacun et partout où il se trouve. Gérard Berabi, une grande partie du catalogue de votre maison d'édition Alia est liée de près ou de loin à ces situationnistes et finalement, quand on les observe, quand on les lit, quand on lit Debord, Michel Bernstein, quand on voit les œuvres de Ralph Romney par exemple, refaire le monde comme ça en picolant à la terrasse des cafés et avoir un impact sur le cours des choses, sur les mentalités, est-ce que ce serait encore possible aujourd'hui? Mais je crois que tout est possible, c'est qu'on imagine que picoler, comme on dit, aux terrasses du café, parce que des gens comme Ralph Romney ou comme Guy Debord étaient des alcooliques devant l'Éternel et il n'y avait pas plus de gêne que de honte à cela. Et l'alcool ne tue pas obligatoirement et au contraire, chez ces gens-là, a joué un rôle qui les a débridés et qui leur a permis d'aller plus loin. Je n'en fais pas le moteur de leur création, mais si vous voulez, la perception de l'interdit, de la drogue, de l'alcool, n'était pas du tout perçue par ces gens-là comme c'est perçu dans le discours officiel aujourd'hui, bien que ces choses-là, notamment la drogue sous toutes ses formes, qui est très répandue aujourd'hui, à l'époque n'était pas perçue comme une honte ou comme une chose gênante, c'est-à-dire on affichait et on affirmait qui on était tel que l'on était. Le spectacle n'est pas un ensemble d'images, mais un rapport social entre des personnes, médiatisé par des images. Le spectacle, compris dans sa totalité, est à la fois le résultat et le projet du mode de production existant. Il n'est pas un supplément au monde réel, sa décoration surajoutée.
Il est le cœur de l'irréalisme de la société réelle. Sous toutes ses formes particulières, information ou propagande, publicité ou consommation directe de divertissement, le spectacle constitue le modèle présent de la vie socialement dominante. Il est l'affirmation omniprésente du choix déjà fait dans la production et sa consommation corollaire. La séparation fait elle-même partie de l'unité du monde, de la praxis sociale globale qui s'est scindée en réalité et en image. La pratique sociale devant laquelle se pose le spectacle autonome est aussi la totalité réelle qui contient le spectacle. Mais la scission dans cette totalité la mutile au point de faire apparaître le spectacle comme son but. Dans le monde réellement renversé, le vrai est un moment du faux. C'est presque de la poésie. On entendait à l'instant la voix spectrale de Guy Debord dans son film La Société du spectacle en 1973. Juste avant, c'était l'éditeur parisien Gérard Berby, fondateur de la maison d'édition Alia, grand spécialiste des situationnistes. Oui, et puis Gérard Berby nous explique cette idée, va nous expliquer cette idée qu'on vient d'entendre dans la bouche spectrale de Debord dans son film La Société du spectacle, qui est, vous l'avez dit, faite en 73, mais évidemment le livre La Société du spectacle est sorti en 67. Et donc cette idée d'unité entre la vie et l'art, rien ne les sépare, si ce n'est une construction de la société, selon les situationnistes. Et donc j'ai demandé à Gérard Berby finalement si l'art n'était pas plus important que la vie. Elle était plus importante que l'art, mais elle faisait partie de l'art, c'est-à-dire que la grande idée des situationnistes, c'était la critique de la séparation. C'est-à-dire, je vous parle de ce mouvement, et puis je termine de vous parler de ce mouvement, et je suis un autre être. Et c'est cette critique-là qui était, et qui est toujours, me semble-t-il, très pertinente, c'est que nous sommes un tout dans tout ce que nous faisons, et surtout ne pas nous dissocier schizophréniquement avec une part visible, montrable, honorable, et une part honteuse. Un être humain est un tout, et ce tout doit s'affirmer sous toutes ses facettes et sous toutes ses coutures, sans gêne ni honte par rapport au discours officiel. La critique de la séparation. Et dans cette exposition, comme on l'a dit, c'est encore une fois un labyrinthe fait d'ambiance, de plusieurs expositions qui avaient été déjà montées ou qui avaient tenté de l'être. Et finalement, ce qu'on n'imagine pas, c'est la violence avec laquelle Guy Debord exclura au fur et à mesure les membres du situationnisme et de l'international situationniste. C'est une violence naturelle. C'est la violence qui est dans la société. C'est la violence qui régit les rapports entre les individus. Et comme ces individus attachaient la plus grande importance à leur critique du monde dans lequel ils vivaient, dans les théories qu'ils tentaient de mettre au point, ils étaient intraitables. C'est-à-dire qu'à deux, on faisait un groupe. À trois, il y avait une tendance dans le groupe. Et à quatre, on excluait quelqu'un. Et c'était violent pour certains qui le subissaient. J'en connais qui l'ont subi et qui l'ont vécu de manière extrêmement violente. Comme Raoul Vaneigem, par exemple. Pendant un temps, dans les entretiens que j'ai fait avec Raoul Vaneigem, dans le livre Rien n'est fini, tout commence, il est vrai qu'il lui a fallu un temps pour digérer tout cela, et puis il est passé à autre chose. Et j'en connais d'autres qui l'ont bien vécu parce que ça faisait partie du cours naturel des choses, c'est-à-dire qu'on s'associe entre individus choisis pour des qualités bien particulières que les uns et les autres possèdent, et s'il y a un relâchement, s'il y a une compromission avec les institutions, par exemple, beaucoup d'artistes ont été exclus pour la raison qu'ils s'étaient, selon le langage situationniste, compromis avec les institutions culturelles, et à partir de ce moment-là, ils étaient exclus assez violemment, avec toujours des termes bien choisis et pas toujours avenants. Il faut se remettre dans le contexte de l'époque. Bien sûr. C'était une remise en question de tout, une volonté de destruction de tout ce qui était institué pour instaurer je ne sais trop quoi, mais certainement un autre ordre des choses, une nouvelle société, un nouveau mode de fonctionnement qui donnerait la primeur à la réalisation des individus. Et on ne peut pas séparer ces deux éléments. À partir du moment où ils étaient partis dans cet engagement pour
détruire la volonté est claire et manifeste. Cette société et tout ce qui la représente, ma foi, ce qui découle est assez naturel. Simplement, aujourd'hui, où nous assistons à une édulcoration du langage, à un développement des attitudes victimaires, où l'on voudrait écarter un petit peu de tout un chacun toute forme de traumatisme, où il y a un langage vrai qui s'exprimait, dont nous avons perdu le contact, c'est-à-dire le vrai langage avec des mots forts, avec des arguments, avec une théorie qui permettent de mieux comprendre les choses et de mieux critiquer. Et c'était assez naturel à l'époque dans pas mal de milieux. C'était pas une exception faite aux situationnistes. Est-ce qu'elle existe quelque part, cette volonté de subversion et peut-être de fol espoir pour un lendemain meilleur? Ça existe encore? Selon moi, elle existe. Elle est passablement répandue. Elle est beaucoup moins visible qu'elle ne l'était à une certaine époque. Mais la motivation demeure chez un certain nombre d'individus. Mais la différence, c'est que le langage, parce que ce qui fait la force des situationnistes, et si on en parle encore aujourd'hui, c'est qu'ils ont inventé un langage qui leur était propre. Et cette langue propre qu'ils ont su inventer, qui était en rupture avec toutes les langues de leur époque, c'est-à-dire notamment avec le discours officiel, mais aussi avec la langue qu'utilisaient les surréalistes qui étaient leurs prédécesseurs. Cette langue a parlé à de nombreux individus qui s'identifiaient dans ses propos parce qu'ils correspondaient à ce que les uns et les autres ressentaient plus ou moins confusément. La difficulté aujourd'hui, ce n'est pas qu'il n'y ait pas de gens qui pensent, qui réfléchissent, qui se révoltent. La difficulté, c'est l'émergence d'une nouvelle langue qui soit en rupture avec le discours officiel et le discours critique, s'il y en a un aujourd'hui, et qui puisse se faire entendre et parler à un certain nombre d'individus. C'est là où réside la différence, selon moi. Cette langue-là, des situationnistes, c'est aussi une esthétique qui influence le mouvement de mai 68, ces slogans qui influencent même le punk. Notamment, on peut penser à la pochette des Sex Pistols, God Save the Queen, avec cette figure arrachée et ses lettres. Totalement. Aujourd'hui, on voit même ça dans ce qui est exposé au MAMCO dans la suite de l'exposition sur les images. Encore une fois, c'est pas la même époque, mais ces choses-là existent de manière plus souterraine, de gens qui se retrouvent entre eux. C'est-à-dire que, par exemple, les slogans qui ont annoncé mai 68 et qui étaient d'inspiration situationniste que l'on retrouve dans un livre que je viens de publier de Walter Levino et du photographe Joe Schnapp, qui s'appelle L'imagination au pouvoir, où nous avons sur 300 pages plein de photographies de bombage, de tags, comme on dit aujourd'hui, qui étaient repris sur les murs de Paris, avec ces slogans, par exemple, comment penser librement à l'ombre d'une chapelle, ou par exemple, à l'entrée d'une école, il était écrit « Ne dites plus monsieur le proviseur, mais crève salope ». C'est tout un état d'esprit. Cet esprit, selon moi, existe, mais simplement, il n'est pas fédéré. Il est isolé parce qu'on assiste à une atomisation des individus, à une grande difficulté relationnelle de manière horizontale, c'est-à-dire directe de l'un à l'autre, mais on peut sentir qu'il y a quelque chose dans les esprits qui existe, il y a un refus, il y a un rejet, mais qui ne s'agrège pas à d'autres mouvements, c'est-à-dire qu'il y a de nombreux foyers d'incendie, mais qui pour l'instant restent isolés et ne se fédèrent pas entre eux. Et le mouvement situationniste, bien malgré lui, c'est-à-dire l'héritage qu'il en a laissé, a influé énormément de gens. Vous parlez du punk et des Sex Pistols, c'est Graham Marcus qui a mis dans son livre Live Secretive, dont on donne une nouvelle édition, parce que je l'ai publié à 20 ans, mais c'est une nouvelle édition qui paraissait au début du mois d'avril, fait le lien entre les protagonistes du mouvement Dada, entre le mouvement punk et entre le mouvement lettriste et situationniste. Et la plus belle postérité d'un mouvement, c'est qu'il soit repris par des générations suivantes, comme les situationnistes ont influencé les punks, mais il n'y avait aucune relation réelle, c'est-à-dire il n'y avait aucun contact physique humain, c'est simplement les livres, les revues qui ont circulé et qui ont influé les générations suivantes.
C'était l'éditeur Gérard Bérébi, fondateur de la maison d'édition Alia, que vous avez rencontré, au téléphone en fait, Lynne Lévy, à l'occasion de cette exposition Le Monde comme labyrinthe, qu'on peut voir jusqu'au 6 mai, au MAMCO, à Genève. Alors, vous avez visité aussi l'exposition, à grands traits. Qu'est-ce que ça donne? Écoutez, en tout cas, ce qui est très intéressant, c'est qu'on peut s'y balader. C'est pas pour rien qu'elle s'appelle Le Monde comme labyrinthe. On peut s'y balader, y dériver à la manière des situationnistes entre différentes ambiances. Et par exemple, il y a reproduite la grotte multicolore et immersive de l'artiste italien Pino Galizio, qui date des années 50. Il y a les œuvres plus millimétrées, comme ça, des situationnistes allemands, les Spurs. Il y a aussi reproduite dans l'une des salles du MAMCO une petite partie de cette exposition qui s'intitulait RSG6, qui date de 63 au Danemark et qui est la seule exposition jamais réellement montée par Guy Debord et Michel Bernstein, l'écrivain Michel Bernstein. Et c'est dans cette exposition-là qu'il y avait ces fameux immenses photos d'hommes politiques comme De Gaulle à l'époque, qui étaient transformés en cibles et sur lesquels on pouvait tirer. Mais il y a aussi évidemment les tableaux à la feuille d'or du peintre Ralph Romney, les peintures plus énergiques de la hollandaise Jacqueline de Jong. Et puis il y a ce troisième étage, quatrième étage, deuxième étage, je sais plus lequel, où il y a cette deuxième partie d'exposition Art and Entertainment, art et divertissement, où il y a des œuvres plus pop et plus contemporaines. Merci beaucoup. Vous vouliez aussi nous parler de 2 livres qui paraissent à ce sujet. Absolument, 2 livres que Gérard Bérébi a évoqués. Le Consul de Ralph Romney aux éditions Alia, qui est republié ce mois-ci. Et puis L'imagination au pouvoir de Walter Levino, un magnifique livre de photos, de slogans, de graffitis de mai 68.